Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra ce journal de ce lundi 21 novembre 2011. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous l'apprenons à l'instant. L'Union des scolaires nigériens USN vient de lever son mot d'ordre de grève, donc une suspension provisoire après un terrain d'entente trouvé entre l'USN et la partie gouvernementale il y a quelques instants. Le temps de revenir sur cet élément. Direction les services de municipalité où la situation est difficile de plus en plus pour les agents de collectivités territoriales qui exigent le paiement de 4 mois d'arrêt de salaire. Ils ont décidé une fois de plus de ne pas aller au travail cette semaine du lundi jusqu'au vendredi prochain pour exprimer leur mécontentement aux autorités municipales. Le constat avec nos reporters Nafissa Hassan et Nasser Seydou. Arrêt de travail pour le même motif par les mêmes agents de la mairie, lesquels agents n'en démordent pas pour l'amélioration de leurs conditions aussi bien de travail que de vie. On a maintenant 5 mois d'arrêt de salaire, donc ce qui fait que 5 mois sans salaire. Et puis dans la situation où on est maintenant, tout est cher dans la vie, donc et puis avec les gens qui sont en location et autres, bon même la nourriture maintenant c'est pas facile, donc c'est ça qui nous a poussé maintenant. Parce qu'on a commencé des grèves de 24 heures et on a fait pour de 48 heures. Et la semaine passée, on a fait une marche suivie de grève. Bon, maintenant aussi, c'est ce qui nous a amené à faire une grève de 5 jours, donc du lundi au vendredi. Parce que les responsables qui nous gèrent actuellement sont des gens vraiment qui sont incompétents. Ils ne savent pas faire leur travail, ils ne sont pas aussi compétents. Donc on demande vraiment aux autorisés de nous voir le cas et puis de nous faire dégager même le président du conseil de ville. Parce que vraiment, ce monsieur ne peut pas venir pour le bien-être des communes et des arrondissements. Des agents des collectivités territoriales qui disent en avoir plus d'un tour dans leur sac en cas de non-satisfaction. On ne peut pas dire à un adversaire ce que tu vas faire le prochain à venir. Parce qu'on va se réserver en tout cas. Parce que les grèves qu'on est en train de suivre, on a commencé, maintenant ça fait notre 4e séance qu'on est en train de faire des stratégies. Parce qu'on a commencé avec des grèves de 48 heures. Après ça, des sittings. Après ça, on a fait des marches. Maintenant aussi, c'est ce qui nous a même poussé à mettre tous nos agents sans service minimum en grève. Maintenant, les grèves aussi, c'est 5 jours. Même les cimetières, tout. Il n'y a pas là où vraiment on travaille. On a arrêté le travail, tous les lieux que vraiment il y a nos agents. Vraiment, on a arrêté tout. Et maintenant aussi, la prochaine étape aussi, vraiment, on ne voit pas le dur maintenant. Mais si le temps est venu, vous allez constater ce qu'on va faire. Décidément, le bout du tunnel semble ne pas être pour bientôt pour ces agents des collectivités territoriales avec leur grève perlée. Un saut à la morgue dans les collectivités territoriales édifiera beaucoup plus quant aux conséquences de ces grèves répétitives de ces agents. Autre agent mécontent, autre agent donc en grève, ce sont les médecins spécialistes qui ont aussi entamé une grève de 5 jours depuis ce lundi matin. Un arrêt de travail énième du genre pour amener le gouvernement de mettre fin à une injustice sociale, selon les médecins spécialistes. Donc, et c'est en prenant en compte leurs revendications qui se résument entre autres aux primes de spécialisation. La grève donc des médecins spécialistes est en cours actuellement. Restons donc avec ces médecins où 48 heures après l'interpellation du ministre de la Santé publique par les députés nationaux le samedi dernier relativement justement à cette situation des médecins spécialistes, le syndicat de ces derniers a réagi ce lundi matin à travers un point de presse. Le SMES pointe du doigt le ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Idi, comme étant le seul responsable du combat que mène le SMES depuis donc plus de 2 ans. Résumé dans cet élément. Si aujourd'hui les textes sont respectés, les gens qui sont affectés doivent regagner leur poste. Cette sortie du ministre de la Santé publique devant les élus nationaux le samedi dernier a visiblement mis de l'huile sur le feu. Sortie au cours de laquelle les médecins spécialistes se sont sentis humiliés et ridiculisés par le ministre en charge de la Santé. Pourtant, selon le syndicat, le ministre est à la base de la situation actuelle des médecins spécialistes. Jusqu'en début 2011,
quand il était question de créer cette grille spéciale qui a été adoptée en 2011 pour les cadres de la santé, eh bien, à l'époque, Idi étant secrétaire général du Saint-Famed, syndicat dont on était membre à l'époque, c'était la situation d'injustice des médecins spécialistes, à savoir 12 à 13 ans d'études après le bac, traités de la même manière que 5 ans d'études après le bac. Cette situation était mise en avant pour convaincre les autorités à l'époque pour accepter la création de cette nouvelle grille. Les autorités, elles ont bien compris la question et elles avaient même proposé une grille stratifiée. Mais cette proposition de stratification n'arrangeait pas le Dr Idi parce qu'il est médecin généraliste. Et étant médecin généraliste, il ne pouvait pas bénéficier de la gratification maximale. Tout de suite, il s'est appuyé sur une expression, à savoir la solidarité syndicale. Et pour lui, du fait de la solidarité syndicale, on ne devait plus parler de mérite, mais on devait faire le même traitement à tous ceux qui sont dans le même syndicat. Le syndicat des médecins spécialistes s'est aussi prononcé sur le déploiement des médecins dont le ministre a fait cas. Une tâche purement administrative dont le syndicat des médecins spécialistes n'a pas voulu s'y mixer. Ce sont eux qui affectent les gens là où ils veulent. Ce sont eux qui ont des protégés, des gens qui ne doivent pas quitter tel territoire, telle zone, telle zone. Lorsque vous n'avez pas d'appui politique ou lorsque vous n'avez pas de parents, on vous balance où on veut. C'est d'abord une injustice criarde, mais jusqu'à présent, le syndicat continue à fermer les yeux dessus parce qu'on ne veut pas qu'on dise que le syndicat se mêle des affectations du travail de l'administration. Aujourd'hui, si Dr Idi réveille cette question d'affectation, en fait, ça ne nous surprend pas. C'est dans une marche qu'il a enclenchée bien avant. Depuis plus de 2 ans, les médecins spécialistes ont engagé en effet un mouvement de grève pour amener le gouvernement de prendre en compte, entre autres, leur prime de spécialisation, une revendication qui reste toujours sans solution. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité du point de presse animé ce matin par le syndicat des médecins spécialistes relativement à la sortie du ministre de la Santé publique le samedi dernier devant les députés nationaux. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Le sujet fait couler beaucoup d'encre et de salive tout en faisant l'objet ces derniers temps des débats sur les réseaux sociaux et dans les FADA à Niamey. Il s'agit bien sûr de la probable révision de l'article 52 de la Constitution. À cet effet, nous avons recueilli ce matin les réactions de quelques députés nationaux, des réactions résumées ici par Adam Soumana et Aboubakar Souley. Dans les textes fondamentaux datant du 25 novembre 2010 que le peuple nigérien s'est librement donné, il est stipulé à l'article 52 que durant son mandat, le président de la République ne peut ni par lui-même ni par autrui rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État ou de ses démembrements. Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui au marché public et privé de l'État et de ses démembrements. Les dispositions du présent article s'appliquent au président des institutions de la République, au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux députés. Des dispositions on ne peut plus claires, même si par ailleurs au niveau de la représentation nationale, d'aucuns ont levé un lièvre sur des velléités de certains élus nationaux à toucher au dit article. Je vous dis que c'est un complot d'abord contre notre régime, c'est de la mascarade, c'est de la malhonnêteté, c'est de la trahison. Et pire, il y a eu des choses à la demande. Je me rends compte que il y a des gens de mauvaise foi, tapis de l'ombre, qui sont en train de passer d'un bureau à un autre pour parler de solidarité parlementaire. Ils se permettent même de signer à la place des autres députés pour déposer cette modification-là. Mais c'est très grave. Si parce qu'on est député, on se croit tout permis pour son intérêt personnel, par égoïsme, qu'il faut penser que notre loi fondamentale, il faut la bafouiller. Non, 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 il faut que les collègues arrêtent de se comporter ainsi. Pour la majorité des députés, tous bords confondus, il ne s'agit là peut-être que de rumeurs, même si cela peut s'avérer vrai.
Je crois que c'est un débat de rue qui est en train vraiment de se propager à tort et à travers. Il y a un certain nombre de députés, je crois, qui s'agitent autour de cet article parce qu'ils veulent tirer un intérêt particulier à eux-mêmes. Je crois que là, il s'agit des velléités qui ont été confirmées, dans la mesure où plusieurs députés ont été approchés, dans la mesure où des gens se sont élevés publiquement pour défendre cette attitude-là. Donc c'est avéré aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un groupe de députés, effectivement, dont l'intention est de faire en sorte que l'article 52, n'est-ce pas, de la Constitution soit révisé. C'est un fait. Cependant, les députés nationaux se disent déterminés à faire barrage à ce projet si toutefois il est reconnu officiellement. Au niveau des députés membres de l'opposition, nous ferons barrage. Nous rejetterons, nous combattrons, n'est-ce pas, cette tentative de réviser l'article 52 de la Constitution. Du reste, je pense qu'il s'agit d'un faux suspense, dans la mesure où ceux qui sont derrière cette idée savent pertinemment qu'en aucune façon, au niveau de l'Assemblée nationale, ils ne pourront mobiliser les 4/5 des députés pour faire adopter, n'est-ce pas, cette révision. En tant que représentants de la nation, nous avons opté cette constitution qui a été claire. Ce n'est pas aujourd'hui que certains députés vont se lever au bon matin pour dire qu'ils vont toucher cet article pour chercher des intérêts particuliers à eux-mêmes. Ça, on ne tient pas vraiment à leur emboîter les pas par rapport à cette question. Occasion pour l'honorable Boukari Sani Dizili d'attirer encore une fois l'attention de ses pairs sur leur rôle. Nous ne sommes pas là pour notre compte. Nous sommes là au nom du peuple nigérien. Nous devons nous atteler au travail. La majorité doit soutenir le gouvernement dans le défi, en tout cas, qui nous attend. On doit relever les défis pour faire face à toutes ces situations-là. Un peu de bon sens et un peu de respect pour le peuple nigérien. Les gens n'ont qu'à se ressaisir. Ce Barouassa de Fragona. Justement. Vivement que l'Assemblée nationale du Niger fasse preuve, au moins à cette occasion, de son rôle à elle dévolu du temple de la démocratie et de la représentation du peuple, en évitant de se pervertir davantage, car le peuple a encore en mémoire certaines affaires scabreuses dont cette auguste institution serait accusée sous des mandatures récentes. En ce moment, sous les feux des critiques à travers les canaux précis, le directeur général de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC, à travers un point de presse cet après-midi, a tenu à donner sa version des faits relativement à ce qu'il a qualifié de contre-vérité. Le résumé avec Ousmane Sidikou et Sadoudoumi. J'ai été nommé 22 fois par décret. Je ne connais pas le nombre d'arrêtés. J'ai fini ma carrière comme officier de l'ordre de mérite de la République du Niger. Mais ça ne veut pas dire que je suis le plus parfait, le meilleur gestionnaire. Non. C'est rigoureusement sans prétention aucune. Ces mots à eux seuls dénotent une ferme volonté à lever un coin de voile pour ainsi couper court à toute autre supputation. De toute la justification de cette sortie médiatique du premier responsable de l'IFTIC, Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication. Ceux qui vous disent effectivement que les étudiants ont été chassés parce que ils sont à la fois boursiers et ils payent doublement et en même temps on les a chassés, on ne leur a pas permis. Je pense que ce n'est pas seulement la vérité qu'ils disent quoi. Je ne voudrais même pas savoir pourquoi une telle rumeur a pu être diffusée. Un père et greffe dont il serait l'alpha et l'oméga, tout comme cette culture de la médiocrité dont on veut lui faire chapeauter. Faux, rétorque-t-il. Si Inoua Ali est n'importe qui, si Oudou Abdoulaye est n'importe qui,
Si tous les professeurs qui ont enseigné ici, Emaki Garba, Idriss Soumana Amadou, Rufai Abdullahi, Ahmed Ould Sherif et tous ces professeurs qui sont succédés au niveau supérieur, au niveau master avec Nifa Abdurrahimi, professeur Adam Elbak, Meina Boukar, Hamidou Talibi Moussa et bien d'autres professeurs qui sont au nombre de 164. Si c'est eux n'importe qui, c'est un n'importe qui que j'assume. Mieux, l'Institut bénéficierait même en ce moment d'une embellie financière. En 2010, le budget de la maison était de 166 millions. Aujourd'hui, il est de 830 millions. En 2010, comme support pédagogique et académique, puisque nous avons l'obligation de donner des cours transversaux dans le domaine de l'informatique, il y avait 3 ordinateurs qui étaient dédiés à la formation en 2010. Aujourd'hui, il y a 143. Par ce point de presse, le directeur général de l'IFTIC a tenu à restituer les faits dans leur vrai contexte. Encore loin l'idée derrière lui de se soumettre à un show médiatique ou un quelconque végétariat. Je le disais au début de ce journal, l'Union des scolaires nigériens USN décide de suspendre provisoirement son mot d'ordre de grève lancé depuis la semaine dernière. En effet, l'USN et les ministères en charge de l'éducation ont finalement trouvé un terrain d'entente donc cet après-midi après des âpres négociations avec la partie gouvernementale. Précision avec Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. Cette signature du protocole d'accord entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens marque ainsi la suspension provisoire du mot d'ordre lancé par les scolaires nigériens. À toutes les revendications formulées, des pistes de solutions ont été trouvées. La libération des étudiants incarcérés. Après les échanges, le ministre a demandé à l'ISN la liste de 6 étudiants incarcérés à Niamey et à Filingué et promet de saisir qui les droits afin de les libérer dans le plus bref délai. Le paiement de l'aide sociale, des bourses et allocations. Pour ces points, le ministère s'engage à démarrer le paiement des bourses du 3e trimestre, l'aide sociale et les bourses de vacances dans la semaine. Le paiement des frais de scolarité, le ministère s'engage à saisir le ministère des Finances, notamment la Direction générale des budgets, pour que le compte de la NAB au Trésor national soit crédité afin de permettre à cette dernière d'engager les ordres de paiement. La contre-signature des diplômes. Les 2 parties ont convenu le maintien de la contre-signature des diplômes et le ministre s'engage à accélérer le processus de délivrance de ces diplômes. Toutes les mesures seront prises pour le respect des différentes clauses énumérées, a indiqué le ministre Ben Omar. Ils ont accédé à notre requête et aujourd'hui nous sommes arrivés à une conclusion. Comme on a l'habitude de dire, l'impossible n'est pas nigérien. Les Nigériens peuvent se retrouver à une table, quelle que soit par ailleurs leur divergence, chacun défendant ses intérêts, on trouvera toujours une porte sortie à nos divergences. Et ce qui compte pour nous, c'est le Niger, pas plus ni moins. Je pense que c'est quelque chose de gagné et nous donnons un exemple magistral au reste du monde que nous, Nigériens, nous saurons transgresser nos différences, nos divergences, pour ne nous battre que pour l'essentiel. Et c'est ce qui vient d'être fait. En tout cas, au nom du président de la République et du Premier ministre, je rends hommage à la hauteur de vue dont a fait prendre l'USN, mais également à la partie ministérielle pour avoir fait les concessions qui s'imposent pour que l'année soit normale, pour que les discussions reprennent de plus belle. Un comité interministériel sera mis en place, composé de 6 ministères en charge de l'éducation et qui sera dirigé par le Premier ministre Birji Rafini et aura comme mission les éventuelles négociations dans le secteur éducatif pour le bien-être de l'école nigérienne. Début ce matin d'un atelier de formation sur l'établissement et l'amélioration du suivi de la pollution de l'air en milieu urbain. Une initiative conjointe au ministère de l'Environnement et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIAE avec la collaboration de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique ANEA. Cette session de formation va durer 4 jours, nous rapporte Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou.
et plus particulièrement dans la... Conjointement organisé par le gouvernement du Niger et l'Agence internationale de l'énergie atomique, cet atelier vise à donner aux parties prenantes une meilleure compréhension des impacts sanitaires et environnementaux de la pollution de l'air en milieu urbain et aussi des méthodes d'échantillonnage et des techniques analytiques nucléaires. Les applications des techniques analytiques nucléaires dans la surveillance de l'environnement en général ont considérablement augmenté ces dernières décennies en permettant de couvrir de très importants aspects socio-économiques de notre vie quotidienne. Et comme notre continent d'Afrique commence à s'industrialiser sur une grande échelle, il serait judicieux d'exploiter toutes les possibilités de soutien offertes par l'AIA, en particulier le soutien technique et financier, en vue de sensibiliser les autorités compétentes à mettre et rendre effectifs les règlements adéquats et les standards afin d'éviter des problèmes qui ont défié les pays de l'hémisphère du Nord. L'importance du thème de cet atelier, à savoir l'établissement et l'amélioration du suivi de la pollution de l'air en milieu urbain, le plus à démontrer. La qualité de l'air, notre sujet du jour, représente un autre aspect non moins important de la qualité de vie, pris en charge par les applications pacifiques des sciences et techniques nucléaires en totale adéquation avec les objectifs 3 et 13 du développement durable. Pour souligner l'importance du terme que nous abordons aujourd'hui, je voudrais juste rappeler que l'air est un élément fondamental et indispensable pour tous les êtres vivants. La pollution dégrade sa qualité et il ne s'agit pas seulement d'une gêne visuelle ou olfactive, mais d'un risque majeur, comme l'a dit l'expert, pour la santé des êtres et de l'environnement qu'elle menace directement. Cette pollution de l'air s'est considérablement intensifiée ces dernières années dans toutes les grandes villes, y compris en Afrique, surtout du fait de l'activité humaine. Elle cause en effet, en moyenne, chaque année, la mort d'au moins 7 millions de personnes, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, devenant, et je cite, le facteur environnemental le plus important affectant la santé aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres. Pour réduire la pollution, il faut déterminer ses sources et proposer des solutions pour empêcher sa propagation. Cet atelier de formation de 4 jours offrira aux participants un cadre d'échange et de partage privilégié pour la poursuite du projet environnemental de manière plus efficace tant au niveau national qu'au niveau international. Après 5 jours d'intenses travaux, le séminaire annuel de formation des leaders paysans sur le droit à l'alimentation ont pris fin dimanche soir à Alternative Espace Citoyen. Il est organisé par le consortium d'organisation de la société civile nigérienne. Le compte rendu avec Areta Sala sur les images de Nasser Seydou. Les leaders paysans issus des différentes régions du pays ont durant une semaine discuté et échangé sur le thème général, informer, sensibiliser et mobiliser le monde rural pour promouvoir et défendre le droit à l'alimentation. Une déclaration finale a sanctionné la fin de ce séminaire. Nous participons au séminaire annuel sur le droit à l'alimentation, sur la nécessité de bâtir un cadre juridique et politique approprié pour la mise en œuvre du droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire au Niger. 1. Déplorons l'absence au Niger d'une loi sur le droit à l'alimentation et une politique agricole orientée vers la réalisation du droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire. 2. Recommandons par conséquent au gouvernement de prendre sans délai les mesures appropriées pour doter notre pays d'une véritable politique agricole orientée vers la réalisation du droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire au Niger. Cette politique agricole doit réserver une place de choix aux paysannes et paysans et offrir une meilleure protection à l'agriculture familiale. Car au Niger, plus de 85% des personnes vivent en zone rurale et la survie de la plupart d'entre elles dépend de l'activité agricole qu'elles mènent dans le cadre de leurs petites exploitations agricoles familiales. Nous participons au séminaire annuel sur le droit à l'alimentation. Condamnons avec la dernière énergie toute velléité d'accaparement des terres agricoles et pastorales par des prétendus investisseurs locaux et étrangers.
les participants exigent la cessation de tout projet d'accaparement des terres à grande échelle. En particulier, nous nous insurgeons contre le projet d'accaparement de 120 000 hectares de terres agricoles et pastorales dans la région de Difa par une société étrangère. Les participants à ce séminaire ont fait un appel, dit appel de Niamey. Nous, parents d'élèves en général et les maires en particulier, participant à l'atelier sur le droit à l'alimentation tenu du 15 au 20 novembre 2016 à l'espace France Fanon de Niamey, lançons un appel vibrant au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour remettre l'école nigérienne sur les rails. Invitons tous les acteurs de l'école et surtout les parents à se mobiliser pour cette école. Ce séminaire annuel est un véritable outil de réflexion et de sensibilisation pour l'émergence d'un mouvement paysan uni et fort pour une meilleure protection des droits fondamentaux des paysans, gage de la paix et la quiétude sociale. Ils n'ont pas passé par 1000 chemins pour répondre au ministre de la Santé publique qui répondait aux questions des députés nationaux relativement à la situation des médecins spécialistes. C'était le samedi dernier à l'Assemblée nationale. Et ce matin, les membres du bureau exécutif national du syndicat des médecins spécialistes ont animé un point de presse dont je vous propose de suivre l'intégralité et c'est la partie magazine de ce journal. Très bonne réception et excellente nuit à toutes et à tous. Suite aux allégations de tout genre dont les médecins spécialistes nigériens ont fait l'objet, le samedi 19 novembre 2016, lors de l'interpellation du ministre de la Santé publique par les députés, eh bien, le bureau exécutif national des médecins spécialistes a l'obligation de rétablir certaines vérités. Premièrement, concernant l'acharnement dont vous avez certainement été témoin du ministre de la Santé publique vis-à-vis des médecins spécialistes, eh bien, permettez-moi de vous dire que ce n'est guère surprenant. Car c'est bien et belle Dr Ilyasu Idi, ancien secrétaire général du Saint-Famed, actuel ministre de la Santé publique, qui est à l'origine de cette situation d'injustice sociale dont les médecins spécialistes nigériens sont victimes et qui est la cause des grèves perlées. Je m'explique. En 2010 et jusqu'en début 2011, quand il était question de créer cette grille spéciale qui a été adoptée en 2011 pour les cadres de la santé, eh bien, à l'époque, Idi étant secrétaire général du Saint-Famed, syndicat dont on était membre à l'époque, c'était la situation d'injustice des médecins spécialistes, à savoir 12 à 13 ans d'études après le bac, traités de la même manière que 5 ans d'études après le bac. Cette situation était mise en avant pour convaincre les autorités à l'époque pour accepter la création de cette nouvelle grille. Les autorités, elles ont bien compris la question et elles avaient même proposé une grille stratifiée. Cette grille stratifiée va consacrer une récompense en fonction des efforts consacrés. Ainsi, on allait avoir les pharmaciens à part, les chirurgiens dentistes, les généralistes et les médecins spécialistes. Et à l'époque, il y avait même des membres du gouvernement qui proposaient que les médecins spécialistes, qu'ils commencent à l'indice 1000. Mais cette proposition de stratification n'arrangeait pas Dr Idi parce qu'il est médecin généraliste. Et étant médecin généraliste, il ne pouvait pas bénéficier de la gratification maximale. Tout de suite, il s'est appuyé sur une expression, à savoir la solidarité syndicale. Et pour lui, du fait de la solidarité syndicale, on ne devait plus parler de mérite, mais on devait faire le même traitement à tous ceux qui sont dans le même syndicat. Ce qui a entraîné des discussions chaudes. Et depuis 2011 déjà, la menace de scission avait plané à l'époque sur le syndicat. Mais fort heureusement, il y avait des spécialistes qui avaient fait preuve
de dépassement de soi et surtout de modération. On a calmé le feu et cette grille a été adoptée. Tout en sachant qu'après l'adoption de cette grille, la lutte allait reprendre pour que le cas spécifique des spécialistes soit traité. Ça, c'était en 2011. Juste après l'adoption de la grille, c'était le block-out, on a tourné le dos aux spécialistes. 2 ans durant, les spécialistes cherchaient la solution au sein du Saint-Famet, ce n'était pas possible. Ce qui a justifié la création de ce syndicat en novembre 2013. Et mieux, vous l'avez suivi dans son discours, il dit qu'il reconnaît que cette revendication d'ISMES, c'est un reliquat de sa gestion. Et plus loin, il dit non, il a quitté le syndicat parce qu'il estime que le gouvernement a tout réglé. La contradiction, elle est patente. Tu reconnais avoir fait de reliquats et tu dis que tu quittes parce que tout est réglé. Le second élément, on a parlé de la rémunération des médecins. Il a eu le courage de dire que entre le Burkina, le Niger, le Mali, le Bénin, les médecins nigériens sont les mieux payés. Il a dit ça. Je pense que au XXIe siècle, avant de faire certaines affirmations, il fallait prendre le soin au moins de vérifier. J'ai ici avec moi le bulletin de salaire d'un collègue béninois. Vous pouvez bien regarder son salaire, le net qu'il touche, 638 000 francs. 638 000 francs. Un collègue béninois, c'est écrit, fait à Cotonou. Ça peut se vérifier à tout moment. Et il disait que entre Bénin, Niger, Burkina, Niger, c'est l'Eldorado. Et là, c'est le bulletin de salaire d'un spécialiste nigérien. Vous pouvez le vérifier. Le spécialiste nigérien, même qualification que le béninois dont je vous ai présenté, et presque même ancienneté, 335 897. Ça peut se vérifier. On peut le vérifier au service de sol, on peut le vérifier au Bénin. L'autre élément sur lequel il s'est appesanti, c'est l'exercice privé que font les médecins. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par exercice privé d'abord? C'est les activités que tous les agents de l'État mènent en dehors des heures de service pour arrondir les fins du mois. Eh bien ça, c'est une disposition statutaire, c'est le statut général de la fonction publique qui le fait. Si je suis enseignant, après mes heures de service, je peux faire la vacation dans une autre école. Si je suis boulanger, j'ai fini mes heures, je peux faire les choses. Si je suis agent de la fonction publique, après je peux partir dans mon jardin, etc. etc. La bonne dame qui est secrétaire et qui revient après, qui vend sa glace à la maison, c'est une activité privée. Eh bien, en 1998, il y a eu une loi qui interdisait à tous les agents de la santé, pas uniquement les médecins, à tous les agents de la santé, de faire l'exercice privé. Donc ça veut dire que même en dehors des heures de service, tu n'as pas le droit de faire. Ça, c'était une loi qui a été votée en 1998. En juin 2015, le ministère de la Santé a organisé un atelier à Dosso. Et à cet atelier, il était question de réviser tous les textes régissant l'exercice privé au Niger. Donc les textes à réviser, il y avait cette loi 1998. Quand les participants à l'atelier devaient s'attaquer au travail pour faire des propositions de modification au niveau de ce texte, eh bien, le conseiller juridique engagé par le ministère pour la cause a pris la parole, la Constitution à la main, il a éclairé les assistants, il a dit cette loi, elle est caduque parce que la Constitution de 2010 ne dit pas que ce secteur doit être géré par la législation. Ce n'est pas une loi qui doit gérer ça. Donc, à partir de 2010, cette loi est devenue caduque. J'étais présent à cet atelier et le président de l'ordre des médecins, pharmaciens et chirurgiens de thèse, colonel Hilo, il était présent en tant que représentant de l'ordre. Et c'est Hilo qui était ministre au moment où cette loi 98 était en vigueur, était adoptée. Donc, dès ce jour-là, le débat était fini par rapport à cette question d'exercice privé et que les agents de la santé, tout comme les autres fonctionnaires des choses de l'État, en dehors de tes heures de service, tu es libre d'aller faire tes activités pour arrondir tes fins du mois. Que ce soit clair. Et mieux, ce tout-puissant ministre de la Santé disait qu'il n'a jamais fait du privé.
Il est président d'une ONG. L'ONG, c'est public? Je vous pose la question, quand vous allez le rencontrer. Il est président d'une ONG. Je m'adresse à ça, je ne vais pas continuer sur les autres chapitres. Prochainement, on va certainement revenir là-dessus. L'autre chapitre, ils ont dit que durant les négociations, le SMES, le syndicat des médecins spécialistes, est devenu spécialiste en matière de rejet de propositions. Qu'on rejetait tout, on n'avait rien accepté. On prend les propositions, on sort, 2 minutes après, on revient, on rejette. Heureusement, mes camarades de la presse, vous avez suivi tous les déroulements avec nous. Cette grève, du moins cette revendication, au début, on est parti avec la proposition de 300 000 francs qu'on avait mis sur la table, et c'était en 2013. Ils ont refusé cette proposition, et en juin 2014, le Premier ministre a mis en place un comité dirigé par son conseil économique de la CAPED, et c'est à la CAPED qu'on a fait les travaux pendant 3-4 mois. Il était ressorti la proposition de 50 000 francs par année de formation postdoctorale. Et ça, c'est un des représentants du Premier ministre au niveau du comité même qui a fait cette proposition. Le syndicat avait accepté. Quelque temps après, on revient, des mois après, on vient nous dire que non, c'est pas possible, on ne peut pas adapter ça. On a avalé la pilule, elle est amère. Après, c'est toujours la partie gouvernementale qui nous a proposé cette nouvelle catégorie, la catégorie A hors échelle. Des discussions des mois durant. Le schéma adopté, le schéma qu'on avait accepté, c'est ce schéma qui faisait une grille allant de l'indice 1000 à l'indice 1750. Ce schéma, ce document qui est passé en conseil de cabinet au moins 3 fois. Après, on le rejette, on dit qu'on ne peut pas l'appliquer. Il faut retourner revoir les choses. On n'a rien dit. En mai 2016, le comité interministériel nous a reçus à la primature pour nous faire une nouvelle proposition, pour dire que bon, cette fois-ci, et au passage, ce que j'aimerais vous dire, on est parti de 300 000, on est arrivé à 250 000, après on est arrivé à l'indice 1000 pour arriver à l'indice 1750. Donc le passage de l'indice 1000 à 1750, en termes d'argent frais, l'augmentation c'est de l'ordre de 85 000 francs par mois et par personne. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on est parti de 300 000, on est retombé à 250 000, après on est revenu à 80. Le parcours n'est pas terminé. En mai, on nous propose cette fois-ci une grille qui fait une augmentation partielle de 50 000 francs à ceux qui sont en début de carrière. Et ceux qui sont en fin de carrière, ils risquent même d'avoir des moins dans leur traitement indiciaire. On leur a dit, bon, nous, on ne refuse pas ce que vous avez proposé, mais on vous demande d'arranger ces 50 000 là que vous avez prévus pour les débuts de carrière, que ça soit uniforme, que tout le monde bénéficie de ces 50 000 francs. Et là, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas le faire. Et analysez de vous-même, un tel schéma, est-ce qu'on peut réellement, si on a la bonne foi, dire que c'est les médecins spécialistes qui bloquent tout? Il faudra en apprécier de vous-même. L'autre élément, il a parlé des affectations, que les médecins sont très mal répartis, on les paye pour un travail qu'ils ne font pas. Les affectations, ça relève de l'administration. C'est le ministère qui s'en occupe. Le syndicat ne s'est jamais mêlé. Ce sont eux qui affectent leurs gens là où ils veulent. Ce sont eux qui ont des protégés, des gens qui ne doivent pas quitter tel territoire, telle zone, telle zone. Lorsque vous n'avez pas d'appui politique ou lorsque vous n'avez pas de parents, on vous balance où on veut. C'est d'abord une injustice criarde, mais jusqu'à présent, le syndicat continue à fermer les yeux dessus parce qu'on ne veut pas qu'on dise que le syndicat se mêle des affectations du travail de l'administration. Aujourd'hui, si Dr Idi réveille cette question d'affectation, en fait, ça ne nous surprend pas. C'est dans une marche qu'il a enclenchée bien avant. Pour la petite histoire, il était farouchement contre la création de ce syndicat, le syndicat national des médecins spécialistes. Et aujourd'hui, avec sa position de ministre de la Santé, il pense que c'est l'occasion dorée pour asphyxier ce syndicat, pour l'exterminer. Eh bien, l'histoire nous départagera. De l'autre côté, je profite de cette occasion avant de conclure pour dire que le syndicat national des médecins spécialistes
remercie vivement M. Ilyasu Idi de sa classification injurieuse et provocatrice qui fait des spécialistes nigériens des mauvais et des moins mauvais.